Extraculasse. Bonjour chers poditeurs et poditrices, et merci de nous rejoindre pour un épisode de Parlons pratique. Aujourd'hui, nous allons explorer les relations, disons, complexes entre recherche et pratique de terrain. Oui, Régis, si on se donne pour objectif d'améliorer les résultats des élèves, on sait que ça passe par une évolution des pratiques des enseignants. Enfin, je devrais plutôt dire, pour être prudente, certaines recherches disent que le premier facteur d'amélioration des résultats des élèves, ce sont les pratiques de leurs enseignants. Tu me suis, Régis ? Jusque-là, je te suis. Alors, il faudrait déjà mieux faire connaître les résultats des recherches en éducation, leurs nuances et leurs subtilités, comme tu viens de le faire. Peut-être rapprocher chercheurs et enseignants, faire connaître les pratiques dites efficaces. Mais est-ce que c'est si simple, Hélène ? Pas si sûr, sinon on ne serait pas là aujourd'hui ensemble. Alors, le constat est effectivement que la transposition de résultats de recherche d'un terrain à un autre, d'une classe à l'autre, c'est tout sauf évident. Et les effets sur les résultats des élèves sont à minima contrastés, voire parfois assez faibles. Alors, est-ce que le monde des chercheurs et des enseignants serait voué à mal se comprendre ? Est-ce qu'on pourrait imaginer des modalités de travail et de nouvelles relations entre ces deux univers ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Benoît Galland et Mireille Morellato, dans cet épisode intitulé « Prof et chercheurs, le meilleur des deux mondes ». Benoît Galland, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, le GIRCEF, si je prononce bien. Tout à fait. Vous êtes membre associé du groupe de recherche sur les environnements scolaires, le GRES, au Canada, et coordinateur éditorial de deux ouvrages, en fait, qui, notamment le premier, nous ont bien servi pour cette émission, Améliorer les pratiques en éducation, qu'en dit la recherche, et sa suite tout fraîchement paru, Transformer les pratiques en éducation, quelles recherches pour quels apports ? Alors justement, une question express pour vous, Monsieur Galland, peut-être un exercice impossible pour le chercheur que vous êtes, mais avec la coordination de ces deux ouvrages, si vous deviez donner un seul résultat à diffuser largement sur ces questions, ce serait lequel ? Mais ce serait de dire qu'on est probablement bien meilleur pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les classes pour aider les élèves que de savoir comment on fait pour aider les professionnels à faire ces choses-là. Merci. Mireille Morellato, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des écoles, conseillère pédagogique départementale avec une mission maths. Vous êtes membre du collectif Didactique pour enseigner, également co-autrice d'un ouvrage qui nous a aussi servi pour cette émission, Enseigner, ça s'apprend aux éditions Retz, dans une collection que nous aimons beaucoup avec Régis qui s'appelle Mythes et réalités. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, associé au CREAD, le Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Et enfin, on en reparlera un petit peu dans l'émission, membre du LEA, Réseau École Armorique Méditerranée, qui s'étend sur les académies d'Aix, Marseille, Rennes et Nice. Vous faites le grand écart. La question express pour vous, c'est vous faites partie d'un LEA. Qu'est-ce que c'est donc qu'un LEA ? Oui, déjà, je voulais dire qu'appartenir à un LEA, c'est essentiel pour un collectif de professeurs, de formateurs et de chercheurs comme le nôtre. Et notre recherche, elle ne pourrait absolument pas être ce qu'elle est si elle n'était pas, si elle ne se situait pas au sein d'un LEA. Alors un LEA, c'est quoi ? Déjà, c'est un acronyme. Voilà. Pour lieu d'éducation associé à la recherche, avec l'Institut français d'éducation, l'IFE. Et un LEA, c'est organiquement basé sur la coopération entre professeurs et chercheurs pour produire des questionnements de recherche, des objets de recherche, des dispositifs de recherche, pour les analyser ensemble, analyser leur mise en œuvre ensemble et produire ensemble leur itération. On va voir ça dans la deuxième partie de l'émission notamment. Exactement, et avant la deuxième partie, donc il y a la première partie d'émission où on va essayer de comprendre si les modalités, les finalités entre les enseignants et les chercheurs sont si différentes ou si elles sont parfois divergentes. C'est pourquoi on a appelé cette première partie « Chercheurs et enseignants, deux univers parallèles ». Alors, première question, naïvement ou au contraire à dessein, c'est selon... On pourrait laisser penser que les finalités de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation recouvrent complètement celles des enseignants, à savoir faire mieux réussir les élèves. C'est pas le cas, Monsieur Galland ? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des similarités, puis il y a vraiment des différences. La finalité de la recherche, a priori, c'est de chercher la vérité. On peut se poser plein de questions
tout à fait différentes de la question de l'efficacité, qui sont tout à fait légitimes d'un point de vue de la recherche, sur la nature des connaissances, par exemple, des questions épistémologiques, des questions didactiques sur la nature des savoirs. On peut se poser des questions sur les enseignants, leur parcours professionnel, leur intégration, etc. Voilà, donc la question vraiment du lien entre pratique et réussite des élèves, ou plus largement ce que vivent les élèves, c'est un domaine spécifique des sciences de l'éducation, ça ne recouvre pas l'ensemble. Et Mireille Moller-Lato, vous, dans l'ouvrage dont on a parlé, vous avez exploré deux approches, on va dire. Donc, d'un côté, pour mieux enseigner, il faudrait appliquer des résultats de recherche sur le terrain. Pour un autre côté, on pourrait dire que pour mieux enseigner, seule l'expérience de terrain partagée peut avoir un impact. Alors, que pensez de tout ça, mythe, réalité dans les deux cas ? Alors, c'est plus complexe que ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a un véritable nœud de passage des résultats de la recherche aux pratiques de classe, et même des ingénieries didactiques dites robustes, hein, qui sont issues des résultats de recherche, elles sont difficiles à mettre en œuvre. Hein, même via un manuel ou un guide du maître. C'est difficile de les mettre en œuvre de manière généralisée, et ça nécessite vraiment un travail d'interprétation du texte qui passe par l'action en classe et l'analyse collective de l'action. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, l'analyse, c'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, dans des dispositifs comme des constellations qui sont issus du plan national de formation en France, et ou via ce qui se fait aussi via des lesson studies, où on réfléchit ensemble et on rentre dans un processus de recherche, dans une dimension un peu expérimentale. On essaie, on teste, on fait avec les gens. Je crois que vous voulez réagir, Monsieur Galland ? Juste donc préciser un petit peu, et ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit, que du coup, l'enseignant, quand on est en classe, ce qui guide l'action, c'est vraiment l'efficacité. Donc, je disais tout à l'heure, je parlais de vérité, les chercheurs sont à la recherche de la vérité. Quand on est dans l'action, on veut que ça fonctionne quelque part. Et puis finalement, que ce soit vrai ou pas, que les croyances qu'on a mobilisées pour agir soient vraies ou pas, finalement, du moment que l'action atteint son objectif, à court terme au moins, c'est ça qu'on cherche. Et c'est là peut-être qu'il y a cette tension ou ces malentendus qui peuvent naître entre une expérience issue de la pratique où on va être dans un milieu très complexe qui est la classe, où il y a énormément de choses qui se passent en même temps, et où on cherche avant tout à ce que la leçon se passe bien, que on puisse gérer la classe aussi, les différentes réactions des uns des autres, avec la contrainte de temps. Et puis le chercheur qui a mis tout en place, tout un dispositif qui peut se permettre d'analyser, de prendre du recul, etc. Et qui, lui, va mettre en avant plutôt la valeur de vérité comme étant son critère premier. Donc c'est cette tension-là qui est consubstantielle un petit peu à l'échange, en fait, entre quand on est dans la pratique et quand on est dans une logique de recherche scientifique. Donc justement, Monsieur Galland, vous parlez de terrain d'expérimentation et vous présentez une notion pour laquelle on a envie d'en savoir plus, cette notion d'implantation qui serait un facteur clé pour que des nouvelles pratiques puissent se diffuser d'un terrain, d'une classe à une autre. Qu'est-ce que l'implantation ? Comment que ça fonctionne ? Et quels sont les critères pour que ça fonctionne bien, pour le coup ? Donc alors, c'est un peu l'idée, en fait, c'est l'idée du passage d'une idée ou d'une décision à ce qui se passe dans la réalité. Alors, ça se réfléchit à deux niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, la mise en œuvre, ça se passe tous les jours dans une classe, dans une école. On prend des décisions, on décide de mener à bien des projets, de mettre en place certaines activités. Et puis à un moment donné, on va voir les effets. On va regarder si on a atteint nos objectifs. Entre les deux, il y a comment ça s'est mis en œuvre. Et parfois, on évalue ou on juge de la qualité de la décision qu'on a prise sans vérifier la mise en œuvre. Forcément, si la mise en œuvre n'a pas été faite ou a été faite autrement que ce qu'on avait prévu, forcément les objectifs risquent de pas être atteints comme on le souhaitait. C'est un peu la même chose en recherche, c'est d'attirer l'attention dans une des approches qui pourrait être une perspective pour rapprocher la recherche du terrain, de dire ok, il suffit pas d'avoir des bonnes idées ou d'avoir des bons résultats de recherche, il faut qu'on réfléchisse ou qu'on étudie davantage la façon dont des savoirs ou des outils qui sont créés avec l'appui de la recherche ou en collaboration avec des chercheurs, sont après implémentés ou vraiment mis en œuvre ou saisis, appropriés ou non par les praticiens. Donc, qu'est-ce qu'ils en font de ce qu'on leur propose et pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être d'excellentes raisons qui font qu'en fait, c'est parfaitement impossible à mettre en œuvre, ou il y a peut-être des choses qui n'ont pas été bien comprises, voilà, etc. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est au niveau de la recherche, c'est d'attirer l'attention des chercheurs
sur le fait qu'il suffit pas d'avoir un beau résultat de recherche dont on a montré que ça marchait bien dans des bonnes conditions optimales ou bien en laboratoire, pour dire après, en fait, vous savez, chers professionnels, chers enseignants, appliquez nos idées, ça va marcher. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce processus de transfert finalement et d'appropriation, il mérite aussi qu'on réfléchisse dessus et qu'on le travaille et qu'on l'étudie. Mireille Moalato, est-ce que ça veut dire aussi que la formation initiale et continue, elle ne serait pas un peu au centre de cette équation aussi comment est-ce que elle peut contribuer à cette diffusion de ce qu'est la recherche, de ses objectifs propres et de comment ça pourrait se développer sur le terrain? Oui, on a parfois des textes qui sont issus de recherche et qu'on doit mettre en œuvre, enfin à partir de ces textes-là, on va mettre en œuvre des séquences en classe. Sauf qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir aussi un arrière-plan commun avec ce texte-là, de partager un arrière-plan commun. Parce que quand on interprète un texte, si ensemble on ne voit pas les mêmes choses derrière ce texte, on ne les entend pas de la même façon, ça ne va pas fonctionner. Et donc, par exemple, je peux partir d'un exemple, par exemple. Chez nous, le signe... Alors, en général, le signe égal en mathématiques, c'est le résultat d'un calcul. Et en résolution de problème, c'est le résultat qui répond à la question posée par le problème. Quand on se situe avec un arrière-plan, donc issu de la recherche, et qui pourrait nous dire, par exemple, le signe égal, c'est un signe d'équivalence. Ça ouvre d'autres perspectives. Et donc, il faut quand même qu'on s'entende sur ce que c'est concrètement, comment on peut opérationnaliser, de faire en sorte que le signe égal devienne un signe d'équivalence. Benoît Galland, sur cette idée d'arrière-plan commun dont parle Madame Moalato, en préparant cette émission, on a évoqué le Inform-Based Education, l'information, enfin l'éducation basée sur l'information et la connaissance quelque part des résultats de recherche. Qu'est-ce qui recouvre exactement ce terme? Est-ce que, par exemple, c'est ce que peut faire un comité comme le CESEN en France, qui essaye de diffuser largement, ou en tout cas au plus large des enseignants, les résultats issus de la recherche, même si on a bien compris que c'est pas la voie royale, mais ça fait partie des solutions? Des solutions, je ne sais pas. Je pense que ce qui était intéressant dans le travail qu'on a fait dans les ouvrages que vous avez mentionnés, où on se réunit entre chercheurs de différents pays francophones, c'est de voir qu'en fait, il y a différentes façons d'articuler cette recherche les recherches, différents types de recherches avec les pratiques et la diversité des pratiques, et que une des façons, c'est en effet de voir comment les chercheurs pourraient mieux communiquer, comment est-ce qu'on pourrait mieux vulgariser, si je peux utiliser ce terme-là, la connaissance, la connaissance scientifique, quelle place on pourrait lui donner dans la formation initiale. Et il y a parmi la communauté scientifique, il y a d'ailleurs un débat sur la place à donner à ça, avec le terme que vous avez utilisé qui est inform-based, c'est-à-dire de dire, en fait, ça serait quand même pas mal que les professionnels soient au courant de ce qui se fait dans la recherche, qu'ils puissent savoir un petit peu, et donc notamment dans la formation initiale et dans la formation continue, il y ait des moments où ils soient en contact avec les connaissances issues de la recherche. Ce qui pose un défi énorme qui est quelle connaissance? Puisque je disais tout à l'heure, il y a différents types de recherches sur différentes questions. Est-ce que les enseignants et les professionnels ont besoin de tout? Est-ce qu'il ne faut pas les aider à faire un tri? Même les chercheurs, ils ont déjà du mal. Il y a des approches qui s'appellent plutôt, on parle d'evidence-based education, donc d'éducation fondée sur les preuves. Là, on n'est plus sur simplement de l'information, on va dire qu'en fait les professionnels devraient s'appuyer sur les recherches et que c'est ça qui devrait guider leur pratique. Et puis on est aussi vers d'autres qui disent mais non, un petit peu comme ma collègue, qui disent on doit plutôt travailler avec des dispositifs collaboratifs. Donc on doit imaginer d'autres façons de faire de la recherche pour davantage parler aux professionnels et avoir un impact sur leur pratique. On a bien posé les éléments de ces deux mondes. Rentrons un peu plus dans leur rapprochement possible dans cette deuxième partie qui s'appelle « Vers le meilleur des deux mondes ». Donc, dans ces lieux, moments, dispositifs où ces deux mondes vont se frotter, se rencontrer, il y a donc des recherches collaboratives. Vous faites partie, Mireille, de plusieurs, si j'ai bien compris, collectifs, projets, Léa. Qu'est-ce qui vous a donné, à l'origine, envie de participer à ce genre de projet? Comment ça a commencé, en quelques mots?
Comment ça a commencé? Moi, j'étais professeure dans une école. Et en fait, cette école était juste derrière l'université de Provence, là, à Saint-Charles. Et il y avait des didacticiens des maths qui cherchaient des collègues qui voulaient bien partager leurs hypothèses leurs hypothèses de recherche et partager, je ne sais pas comment les opérationnaliser, comment les concrétiser en classe. Et donc, ils étaient juste à côté et ils sont venus. Ils nous ont présenté leur projet et toute l'école s'est engagée là-dedans. Et donc, on avait commencé déjà vers 2008-2009. Hein. C'était un long parcours. Et entre-temps, du coup, vous avez vraiment mis le doigt dans un engrenage. J'ai l'impression que vous n'en sortez plus. Exactement. Oui, parce que en fait, ça redynamise sa pratique de travailler avec des chercheurs, ça, et de soi-même se mettre en posture de chercheur. Et nous, dans nos collectifs, on appelle ça une posture d'ingénieur. Elle est commune aux professeurs et aux chercheurs et aux formateurs. On est face à un problème qui émerge de la pratique. Il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on fasse des propositions, qu'on les teste. Voilà, on est vraiment dans cette démarche expérimentale, tout en veillant à ne pas perdre de vue le contenu épistémique qu'on a prévu au départ. Voilà, il ne faut pas s'en éloigner non plus, il faut rester là-dedans. Benoît Galland, parmi les autres pistes et les nombreuses pistes pour rapprocher ces deux univers, en préparant cette émission, on parlait aussi de professionnels qui seraient à l'interface, qui feraient le jeu, le lien entre recherche et terrain. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples et peut-être même quelques idées pour le futur, je ne sais pas? En tout cas, c'est une thématique qui revient assez souvent dans les discussions sur le sujet, c'est-à-dire de dire, puisque, en fait, a priori, le monde de la recherche, qui a ses propres règles, y compris dans les promotions, et ce qui est valorisé, et puis l'expérience d'enseigner dans les écoles, etc., n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles, ne cherchent pas exactement les mêmes choses, mais demander aux chercheurs de se rapprocher des professionnels, c'est parfois compliqué, ça risque de se faire au détriment parfois de leur carrière, etc. Demander aux professionnels de devenir des experts de la recherche, ça paraît complètement illusoire aussi. Enfin, je veux dire, on n'a pas le temps, on a des contraintes, etc. C'est pas le même métier. Et donc, on a peut-être besoin de métiers d'interface ou qui font les passeurs. On peut citer le CNESCO, par exemple, qui fait ce travail-là avec certains de ses dispositifs. On peut penser que le corps de l'inspection nationale fait en partie ce genre de travail. Donc des gens qui soient à la fois familiers ou familiarisés avec le monde de la recherche, qui connaissent les règles, qui sont capables d'avoir une lecture critique des productions scientifiques, de faire un tri, de peut-être éviter le jargon, des choses comme ça, le traduire dans un langage qui soit accessible, et en même temps qui connaissent bien ce que c'est le métier d'enseignant, ce que c'est les contraintes de faire fonctionner une école, qui connaissent un petit peu les politiques publiques aussi, et qui peuvent comprendre un petit peu dans quel jeu les professionnels doivent jouer aussi, et donc qui peuvent faire ces allers-retours en parlant à la fois au monde de la recherche et aux professionnels, ce qui à mon avis est très enrichissant des deux côtés. C'est-à-dire que c'est évident que irriguer le monde de la recherche scientifique par les préoccupations des professionnels, par toutes les réalités du métier, etc., c'est essentiel. Et en même temps, on peut imaginer que les professionnels, on espère en tout cas que les professionnels peuvent être enrichis de tout ce qui se fait dans le monde de la recherche. D'ailleurs, l'IFE propose un diplôme universitaire passeur en éducation qui a un peu cette ambition. Mireille Morelato, avec l'expérience que vous avez dans tous ces collectifs, est-ce que vous vous sentez d'une certaine façon une passeuse en éducation, ce rôle un peu d'intermédiaire Oui, d'une certaine façon, oui, parce que je fais avec. Quand on est dans une classe et qu'on implémente une ingénierie, d'abord on l'a pensé ensemble, et ça c'est important, et donc on partage un arrière-plan, et quand on la met en œuvre, on fait avec, on s'est incorporé les gestes, les mots pour dire les choses, et le fait qu'on soit du métier, on va parfois co-animer. En fait, c'est pas, j'ai pas un rôle de chercheur au fond de la classe qui fait des observations. Les observations, elles se font parce que j'agis conjointement avec les élèves, parce que je suis attentive à ce que le professeur veut mettre en œuvre. Bon, évidemment, je suis un petit peu au courant puisqu'on travaille sur les mêmes choses, mais il y a ce moment-là où on agit ensemble. Et ça, c'est précieux parce qu'on en sort des connaissances qui sont issues de l'expérience vécue. Hein. On vit quelque chose ensemble et ça produit des connaissances. Alors évidemment, après, on les partage au sein d'un groupe, via des outils aussi, comme des vidéos de moments de classe, qu'on va tous annoter.
Donc voilà, ça contribue aussi à nourrir cet arrière-plan commun, à apporter son regard et ce qu'on a perçu au cours de ce travail-là. Benoît Galland, j'ai envie de faire une petite question décrochage sur cette question, sur cette thématique de passeurs. Avec Hélène, on s'est fait une remarque en préparant cette émission. Tous les mois, on invite autour de la table, autour du micro, un chercheur, un ou une praticienne de terrain, et puis on essaye d'amener des éléments de la recherche. Est-ce que pour le coup, on participe pas de comment dire, de ces mauvaises pratiques, à se dire, on écoute des chercheurs et des résultats de la recherche, on entend en tant que praticien, parce que c'est surtout les praticiens qui nous écoutent, ce qu'on a envie d'entendre, et quelque part on biaise un petit peu les choses par nos émissions? Je pense que il n'y a pas une bonne façon de faire. Donc, je pense que des moyens comme des émissions, comme des documentaires télévisés, comme des conférences, comme des ouvrages dont vous avez mentionné au début, ça fait partie de ces circulations des idées. Alors, je pense pas qu'il y ait un format optimal, et je pense que la difficulté, c'est aussi de faire se parler ces deux mondes, comme je disais, qui ont leurs propres enjeux, qui ont leurs propres règles, et donc moi je trouve ça plutôt positif. Si vous arrivez à avoir des auditeurs et des auditrices qui sont des professionnels, qui sont dans les classes et qui peuvent de temps en temps entendre des chercheurs, en espérant que ça ne renforce pas leur stéréotype du chercheur dans sa tour d'ivoire, etc., qui jargonne, ou qui s'intéresse à des choses qui sont peut-être pas ce qui paraît plus essentiel pour quand on est dans les classes, tant mieux, et dans les deux sens. La question, elle est peut-être comment vous pouvez aussi de temps en temps faire remonter peut-être et interpeller les chercheurs et les chercheuses sur les questions justement de vos auditeurs et de vos auditrices. Ça pourrait être un plus aussi, mais j'imagine que vous avez aussi des échanges avec eux par d'autres biais, et que vous les faites transparaître dans vos questions et dans votre façon d'aborder les thématiques. Ouais, en tout cas, on aimerait en avoir encore plus, mais oui, on essaie de le faire. Pour ne pas renforcer ce stéréotype du chercheur dans sa tour d'ivoire, Mireille, j'aimerais que vous vraiment nous parliez de ce que c'est qu'une recherche collaborative. Alors, vous parlez même, vous, de recherche coopérative. Donc, comment ça se passe? C'est quoi les caractéristiques, les fondements, qu'on comprenne bien ce qui s'y joue? Voilà. Alors, collaborative, coopérative, c'est très proche. On se distingue un petit peu en utilisant le mot coopérative, une ingénierie coopérative, une recherche coopérative, parce que on essaie d'installer une symétrie entre professeurs et chercheurs, dans le sens où j'ai parlé tout à l'heure de posture d'ingénieur. En fait, quand on est dans le concret de la mise en œuvre de l'expérimentation, et qu'on doit tester une séquence d'enseignement-apprentissage, quand on doit éventuellement donc la reprendre, la rejouer, on se met dans cette posture d'ingénieur pour résoudre les problèmes qui émergent de la pratique. Voilà. Et ça, à un moment donné, on essaie de les résoudre collectivement. Et on oublie qui est chercheur, qui est professeur, parce qu'on est immergé dans cette question-là par rapport à des propositions et par rapport aux choix qu'on va faire par la suite. Et est-ce que l'idée, finalement, ce sont les personnes qui participent à cette recherche qui en bénéficient, et leur classe, leurs élèves, etc. Comment est-ce que ça va au-delà? Ou est-ce que ça a vocation à aller au-delà ou pas? Alors, on est quand même dans un réseau d'ELEA, et donc ce réseau, il nous propose une structure concrète et un accompagnement. Et donc, il y a une diffusion qui se fait donc par ce réseau d'ELEA, et qui se fait aussi par, vous savez, le bouche à oreille aussi. Il y a toute une diffusion quand vraiment on propose des choses que les enseignants trouvent efficaces, dont ils arrivent à s'emparer, parce qu'on les a mises en œuvre, parce qu'on en a discuté, parce qu'ils en saisissent l'arrière-plan aussi. Voilà, didactique et théorique qu'il y a derrière, mais ça diffuse. Ce sont des pratiques qui diffusent. Une autre piste envisagée, Benoît Galland, dans l'ouvrage Améliorer les pratiques en éducation, qu'en dit la recherche, qu'on a nommé en début d'émission, il y a notamment un chapitre avec l'équipe de Roland Guagou où les chercheurs s'impliquent dans la diffusion, dans la construction d'outils basés sur leurs travaux pour les rendre pour les rendre appropriables par les élèves, pour transposer quelque part leurs travaux de recherche dans le réel de la classe. C'est une piste qui vous paraît
particulièrement intéressante, celle-ci ? Je pense que ça participe à différentes pistes, donc je pense qu'il y a différentes stratégies. Il y en a une qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire de vraiment faire des recherches collaboratives ou coopératives avec les enseignants. Et en effet, une autre approche qui est proposée par certaines équipes, dont celle de Roland Guagou et Sylvie Seb, c'était de vraiment de rentrer dans une démarche de conception qu'ils appellent continue dans l'usage, c'est-à-dire de vraiment concevoir des outils très robustes construit dès le début à la fois sur une base très solide au niveau scientifique, donc en s'appuyant vraiment sur les connaissances de pointe à ce moment-là, et en même temps en travaillant en étroite collaboration avec des professionnels qui vont co-construire avec les chercheurs des outils qu'on va ensuite mettre dans les mains de nouveaux enseignants qui n'ont pas du tout participé. On va aller voir ce qu'ils en font, on va faire des allers-retours avec différents prototypes, un peu comme c'était le terme qui était utilisé, c'était le terme d'ingénierie, mais c'est un peu la même idée, mais ici sur une conception d'outils, jusqu'au moment où on estime qu'on a un outil suffisamment solide et robuste pour en fait le mettre un peu dans les mains de n'importe qui, et avec l'espoir que même à ce moment-là, même si on n'a pas eu le temps de beaucoup accompagner les enseignantes et les enseignants, etc., l'outil va être suffisamment solide qu'en fait, il va quand même apporter des choses aux élèves. Donc ça, mais c'est un travail qui prend vraiment plusieurs années et qui demande une compétence multiple et cette collaboration étroite jusqu'au moment où on me dit on a quelque chose qui nous semble suffisamment satisfaisant sur un objet d'apprentissage précis, c'est-à-dire c'est très très important. C'est pas une équipe qui va vendre des méthodes pédagogiques. C'est une équipe qui dit sur tel objet didactique et pédagogique d'apprentissage à tel moment du parcours, voilà un outil qui nous semble vraiment utile. Donc voilà, on est vraiment sur des objectifs assez spécifiques. Ça me rappelle un petit peu ce que nous avait dit Céline Bouks, qui, dans une précédente émission sur la coopération, qui faisait le constat que les recherches nombreuses, multiples, montraient l'intérêt de la coopération, mais qu'en face, il y avait peu de mise en œuvre dans les classes, et qu'elle s'est dit, mais en fait, il faut que moi en tant que chercheur, je propose finalement que j'aille jusqu'à proposer ce qu'elle appelle des mini-activités coopératives, c'est-à-dire que vraiment, elle décline ses travaux jusqu'à des outils qui soient plus assimilables. En fait, est-ce que le problème, c'est pas ça aussi, c'est la prise en compte de la complexité du terrain, des conditions d'enseignement, etc., qui sont pas toujours, peut-être, les chercheurs ne vont peut-être pas jusque-là toujours. Oui, comme je disais au tout début, ça renvoie à vraiment, c'est pas toujours leur préoccupation parce que c'est pas la question qu'ils ont posée au départ. Parfois, on veut savoir quelle est la meilleure façon d'enseigner une langue seconde. Et on fait un dispositif et puis on dit voilà, regardez, ça marche, c'est formidable. Sauf que, alors c'est très intéressant d'un point de vue théorique, on a fait avancer les connaissances sur comment on apprend une autre langue. Mais après, est-ce que ça, c'est réaliste, praticable ? Est-ce que c'est déployable à grande échelle dans les écoles telles qu'elles sont, avec les enseignants tels qu'ils sont aujourd'hui ? C'est une autre question. Mais en effet, quand on s'intéresse au passage de la recherche à la pratique, cette question-là, elle est essentielle. C'est-à-dire, c'était un peu ce que je disais au début. C'est la question sur l'implémentation que vous m'avez posée, elle est là en fait. C'est dire à un moment donné, c'est déplacer la focale. C'est très très intéressant de savoir de façon plus fondamentale comment les élèves apprennent et comment on pourrait être dans des conditions d'apprentissage optimales. Ici, on déplace un peu le problème ou la question, c'est de dire, ok, mais aujourd'hui, connaissant le système scolaire tel qu'il est et les ressources qu'on a et les contraintes qu'on a, qu'est-ce qu'on peut amener comme amélioration dont les enseignants peuvent se saisir, comme ma collègue disait, l'incorporer, et voilà. Et comment on fait ? On voit bien qu'en fait, c'est des questions qui sont toutes les deux très intéressantes. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre de mon point de vue, mais juste, ça suffit pas d'avoir fait des très très belles recherches qui montrent l'efficacité d'une pratique pour avoir la preuve, si on veut, la validité écologique, qu'en fait, il suffit de le dire aux enseignants pour qu'ils puissent s'en saisir, s'en emparer et en faire quelque chose de constructif dans leur classe, avec les élèves qu'ils ont aujourd'hui, etc., et toute leur réalité professionnelle. Donc on est vraiment sur ce jeu-là, qu'il y a tout un chemin entre les connaissances fondamentales qu'on peut avoir sur l'apprentissage, la motivation, les comportements sociaux, etc., et puis en effet, des gestes professionnels dans des contextes de métiers spécifiques. Il ne faut pas trop vite aller de l'un à l'autre. Moi, il me semble qu'il faut garder cette dimension de réunion et d'échange collaboratif. C'est-à-dire que si on ne continue pas de
pour comprendre, de transformer un peu. Et là, les enseignants, il faut qu'ils fassent pour comprendre. Et comprendre pour faire, c'est-à-dire cette espèce de double articulation de ces deux mouvements, comprendre pour faire et faire pour comprendre, ou comprendre pour transformer et transformer pour comprendre. Hein. Là, c'est John Dewey qui avait proposé cette approche. Si on n'a pas ces espaces-là, et du coup, les Léa, ils offrent un petit peu, une forme de structure pour ces espaces-là, mais comme le font les constellations, comme peuvent le faire des communautés apprenantes, on ne peut pas se passer de ces moments où on va échanger sur des choses qu'on fait ensemble et qu'on fait chacun de notre côté, mais sur les mêmes sujets, sur les mêmes objets. Voilà, on a besoin d'échanger là-dessus. C'est cette dimension qui manque dans les formations enseignantes. J'avais envie, de boucler juste sur tout ça en revenant finalement à la question de départ, ou en tout cas à notre vrai faux postulat de départ, où on disait que le but finalement c'était de faire réussir les élèves. Mais Mireille Morellato, est-ce que vous avez plutôt plus accès à l'évolution de la posture peut-être et du regard des enseignants via ce type de dispositif coopératif où ils travaillent sur la recherche? On va dire que ça les transforme eux, vous l'observez concrètement dans leur posture, dans leur façon de faire, même si j'imagine que vous n'avez pas accès directement à l'impact sur les élèves, mais au moins côté enseignant? On le voit d'abord par leur engagement, ils veulent continuer. On le voit aussi quand ils utilisent des objets des objets de la recherche, par exemple, je pense au journal du nombre, qu'ils l'utilisent à la fois en mathématiques et qu'ils l'utilisent aussi en grammaire, par exemple, le journal des mots, avec tout ce que comprend ce dispositif qui travaille à partir d'incitation, qui est un espace d'expression libre pour les élèves, à partir de quelque chose qui a été travaillé en classe, bien entendu. On aurait envie, quand vous dites ça, que tous les enseignants, à un moment dans leur carrière, aient l'occasion de faire quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Benoît, vous vouliez... Mais juste, j'avais envie de dire quelque chose qui me paraît quand même important quand on parle des rapports entre la recherche et la pratique, et qui rejoint un peu des choses que je disais au début, c'est-à-dire on n'est pas sur la même logique, et je pense qu'il ne faut jamais oublier que les recherches peuvent nous éclairer sur les conséquences ou les effets de certaines choses qui sont faites, ou sur comment les processus se passent. Ils nous disent jamais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, axiologiquement, pour prendre un mot compliqué, mais qui renvoie à la question des valeurs, c'est pas là-dessus que porte la recherche, à moins qu'on fasse des recherches en philosophie. La plupart des chercheurs en sciences de l'éducation essayent de décrire ce qui se passe. Ils nous disent pas ce qu'il faut faire ou ce qui devrait être fait. Et donc moi, je suis parfois un peu mal à l'aise vis-à-vis de certains discours qui s'emparent des résultats de la recherche pour dire voilà ce que vous devez faire à des professionnels. Ce qu'on veut faire, c'est des choix politiques, c'est des choix de valeurs, c'est des choix de société. C'est jamais un résultat de connaissance qui dit voilà ce qui doit être fait. C'est pas parce qu'on sait que telle ou telle méthode de compréhension, d'apprentissage de la lecture, par exemple, serait en soi plus efficace qu'il faut la mettre en œuvre. C'est un choix de dire, en fait, on veut une méthode qui va fonctionner d'abord pour qui, dans quel contexte, etc., etc. Et ça doit pour moi faire l'objet d'un vrai débat dans lequel le point de vue des professionnels, mais aussi des parents et des gens qui représentent les élèves, doit avoir sa place. Pour moi, c'est l'argument d'autorité de dire ça vient de la recherche, donc il faut le faire. C'est comme dire on a une nouvelle technologie, donc on doit l'utiliser. Non, on va l'utiliser pourquoi, on en a besoin pourquoi. Et je pense que ça, c'est pour moi quelque chose qui, voilà, finalement aussi peut-être une question qui est éthique à la limite, qui me paraît vraiment essentielle. Je vous propose de continuer avec un temps d'inspiration, que chacun vous nous donniez une inspiration que vous aviez envie de partager avec nos auditeurs et auditrices. Je commence par Benoît. Oui, alors je voudrais pas donner l'idée que je lis que des choses sérieuses, mais en recevant votre question, il y a vraiment, j'ai réfléchi à un livre qui m'avait inspiré récemment, une lecture que j'avais faite, et c'est justement un livre qui parle des livres, qui parle de la lecture. Il s'agit de l'ouvrage « Faites les lire » de Michel Desmurget, qui fait toute une synthèse de qu'est-ce que en fait la lecture, et en particulier la lecture d'ouvrages, nous apporte sur le plan du développement cognitif, du développement de l'intelligence, mais pas que, sur le plan du développement émotionnel, sur le plan du développement de l'empathie, du développement moral. Et voilà, c'est une synthèse que j'ai trouvée brillante, accessible, et qui m'a beaucoup inspiré. Alors, il se trouve que j'adore lire aussi, donc voilà, je trouvais que c'était d'autant plus intéressant. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose
stimulants et d'inspirants. Je vous invite à consulter, faites-les lire. Merci Benoît, Mireille. Alors, moi, je voulais vous parler d'un ouvrage à paraître au PUR, aux presses universitaires de Rennes, et qui a été écrit par un collectif didactique pour enseigner. Donc, à la fois dans la forme, le travail est coopératif, mais tout est dit dans le titre. Un art de faire ensemble, les ingénieries coopératives. Et voilà, tout est dit, mais l'ouvrage va concrétiser cette idée-là. Les faire ensemble, c'est tout un art qui se développe patiemment dans l'attention portée aux pratiques d'enseignement et à l'intelligence des situations qui s'y déploient. Merci Mireille. Je laisse le soin de faire la synthèse à Régis. Ah non, pas une synthèse, mais peut-être une phrase de conclusion, hein, plus humblement. Non, et j'ai surtout envie de dire à nos poditrices et à nos poditeurs de suivre la recommandation de Monsieur Galland, de nous envoyer leurs questions autour de ces problématiques de recherche qui les concernent directement, puisque dans notre rôle de fabriquer ces émissions avec des chercheurs et des praticiens, on a envie vraiment d'accessibiliser les choses au maximum dans la nuance, mais tout en apportant effectivement ces articulations complexes, hein, on l'a bien compris, entre ces deux mondes, qui en tout cas, j'ai l'impression, se parlent de plus en plus, se rapprochent de plus en plus. Donc, continuons à rester sur nos terrains, mais à se rapprocher quand il le faut, au service, encore une fois, hein, pour le coup, des enseignants et des élèves. Donc voilà pour une conclusion, Hélène, mais pas une synthèse, ça aurait été bien trop complexe. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir passé ce moment autour du micro et de partager vos connaissances et vos pratiques avec toutes nos poditrices et poditeurs. Merci à vous. C'était Prof et chercheurs, le meilleur des deux mondes, un épisode Parlons pratique préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Montage et mixage, Simon Gattegno. Coordination de production, Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2024. Test. Ah ouais. Extraclasse.